Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose non pas un atelier philo confiné, mais malgré tout un atelier philo limité, hein, conditionné encore par des restrictions. Et donc, comme nous avions prévu hein, de nous rencontrer le 7 mai, nous n'avons pas pu le faire. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous faire la petite présentation hein, que je vous aurais faite si on s'était rencontrés. Alors, on vous avait proposé donc d'envisager la question suivante, hein, pourquoi faire de la philosophie? Avant d'essayer de répondre à cette question, et on peut déjà se demander pourquoi poser cette question, hein, pourquoi on se demande pourquoi faire de la philosophie. En effet, si elle se pose cette question, c'est que parfois, on peut se dire que faire de la philosophie, bah ça ne sert pas à grand-chose, déjà. C'est compliqué, parfois, hein, on pense ça. Et également, la philosophie représente hein, une occupation pour des gens qui n'ont pas grand-chose d'autre à faire, qui ont donc du loisir hein, et qui peuvent passer du temps à se triturer les méninges, hein, pour dire les choses un peu familièrement. Et moi, hein, comme Denis, on consacre une bonne partie de notre temps à la philosophie et on pense que ça, ça a une certaine importance, en tout cas pour nous ça a du sens. Alors il ne s'agit pas de dire ici pourquoi moi je fais de la philosophie, enfin pourquoi en tout cas ça m'intéresse, mais de voir ça de manière plus générale. Alors, la philosophie, je vais revenir un petit peu en arrière, hein, je vais faire un tout petit peu d'histoire des origines. La philosophie n'a pas toujours existé. Elle est apparue, en tout cas pour la philosophie occidentale, elle est apparue au VIe siècle avant Jésus-Christ, en Grèce. Celui qui invente hein, le mot philosophie, c'est un mathématicien, enfin en tout cas on le connaît comme tel, c'est Pythagore. Et ce mot philosophie signifie étymologiquement amour du savoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cet amour du savoir et pourquoi Pythagore invente ce terme? Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'alors, hein, jusqu'à ces grands savants que furent Pythagore, Thalès, etc., jusqu'alors, en fait, les hommes, en particulier les Grecs, hein, essayaient de trouver des explications au monde dans lequel ils vivaient. Et ces explications, eh bien, il les trouvait dans les mythes, hein, dans les histoires qu'on pouvait raconter, donc d'une certaine manière, hein, dans des choses un peu merveilleuses, mais c'était donc dans le but, enfin, ces explications n'étaient pas ridicules, dans la mesure où il s'agissait pour ces hommes de trouver du sens hein, au monde auquel ils étaient confrontés. Et puis, voilà, des savants sont apparus, d'autres hommes, hein, il y a eu l'astronomie qui était très importante hein, dans l'Antiquité, et puis les mathématiques, avec donc des gens comme Pythagore ou Thalès. Et ce qui a marqué justement l'émergence de la philosophie, et vous voyez ici, je parle essentiellement de science, hein, mais ce qui a marqué l'émergence donc de la philosophie, c'est le passage en fait d'une explication magique, mythologique du monde à une explication rationnelle. C'est-à-dire que voilà, on a des hommes qui se sont rendus compte qu'il était sans doute plus judicieux de s'appuyer sur la raison pour bâtir des connaissances, hein, pour expliquer la réalité. Et donc voilà, ça c'est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Parfois, il y a quelques hypothèses pour essayer d'expliquer pourquoi c'est apparu à ce moment-là et en Grèce. Bon, moi, je connais deux hypothèses. Hein. L'une dit que c'est parce que en Grèce existait une forme de démocratie, mais une démocratie particulière, puisque seuls participaient au gouvernement les hommes libres, et puis il y avait les esclaves qui s'occupaient du travail, du travail quotidien, hein, visant à la résolution des besoins.
Et donc, il y a des gens qui étaient libres, qui avaient des gens qui travaillaient pour eux, qui donc ont pu dégager du temps pour se consacrer à la connaissance. Et donc voilà, c'est cette organisation sociale qui aurait permis l'émergence de cette discipline. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, d'ailleurs, qui n'est pas forcément incompatible avec la première, elles peuvent être complémentaires, c'est que la Grèce a la particularité d'être un pays à la fois continental, mais qui a aussi des îles. Et donc les Grecs ont dû voyager, ont dû partir sur la mer, ont dû entreprendre, ce qui leur a donné, enfin, ce qui exigeait d'eux un esprit d'aventure, et puis ce qui leur a permis aussi de rencontrer d'autres cultures, des cultures différentes, qui avaient des mœurs différentes. D'ailleurs, vous le savez sans doute, les Grecs appelaient barbares ceux qui ne parlaient pas leur langue. Donc, ils ont été confrontés à la différence et ça les a interrogés. Donc voilà, deux raisons peut-être qui ont poussé les Grecs à s'interroger sur le monde. Et puis bon, comme ils voyageaient, ils avaient besoin quand même d'avoir certaines certitudes. Et c'est pourquoi l'astronomie a été d'ailleurs très répandue à ce moment-là. Donc, c'est Aristote qui nous a expliqué ça. Au fond, finalement, les premiers philosophes, il le dit dans un texte, les premiers philosophes sont ceux qui ont pensé à aller au-delà de ce qu'ils voyaient quotidiennement, se sont intéressés à des choses de plus en plus compliquées et donc ils ont développé leurs connaissances. Donc on voit ici que le mot philosophie ne renvoie pas à la philosophie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Elle était beaucoup plus large. En fait, la philosophie à ce moment-là, et ça a duré jusqu'au XVIIe siècle, la philosophie englobait tous les savoirs. Au fond, les philosophes, c'était des savants. Et leur objectif, c'était bien de bâtir des connaissances. Et pourquoi jusqu'au XVIIe siècle? Parce que, donc jusqu'au XVIIe siècle, pourquoi? Par exemple, Descartes, Leibniz, Pascal étaient des philosophes, on les connaît comme philosophes, mais c'était aussi des scientifiques. On dirait ça aujourd'hui, des scientifiques. Bon, à l'époque, on parlait plutôt de savants. Descartes, il s'est intéressé à ce qu'on appelle aujourd'hui la biologie, mais aussi à la physique. Il y a les lois de Descartes concernant la réfraction de la lumière. Puis on parle de tableaux cartésiens. Les tableaux cartésiens, ce sont ces fameux tableaux à double entrée. Pascal, donc philosophe, mais aussi mathématicien et physicien, puisque la pression atmosphérique, on la mesure en Pascal ou en hectopascal. Mathématicien, puisque c'est lui qui invente le calcul des probabilités. Leibniz aussi, toujours du XVIIe siècle, lui qui est allemand, et philosophe, mais aussi mathématicien, puisque lui va travailler sur le calcul des intégrales. Donc voilà, de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, ce sont les mêmes hommes qui font la philosophie et les mathématiques. Ça s'est séparé au XVIIe siècle parce que les savoirs ont éclaté, et puis surtout se sont multipliés, puisque jusqu'au XVIIe, en gros, on avait l'astronomie, les mathématiques. Au XVIIe, il y a la physique qui émerge, avec Galilée, Newton, et ensuite la chimie au XVIIIe siècle, la biologie au XIXe siècle, et donc tout ça, voilà, ça va faire qu'un même homme ne pourra plus posséder tout le savoir dans sa tête. On dit, je sais pas, c'est peut-être une légende, mais on dit que Leibniz était le dernier homme à avoir possédé tout le savoir dans sa tête. Donc voilà, donc il y a ce côté-là, cette branche de la philosophie, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'amour du savoir. Elle est consacrée, Elle est consacrée à la connaissance. Alors, philosophie, c'est aussi l'amour de la sagesse. Ici, j'ai employé le mot savoir parce que la sagesse, en latin, c'est la sapientia. Ça renvoie justement au savoir. Et ce terme de sagesse, il renvoie à deux choses. La première, celle que je viens d'évoquer, au savoir, la connaissance. Donc ça, c'est une partie de la philosophie. Pourquoi il faut faire de la philosophie? Pour élaborer des connaissances, pour connaître toujours mieux le monde dans lequel nous vivons et aussi, bien sûr, pour nous connaître nous-mêmes. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect de la sagesse, de cet amour de la sagesse, ça renvoie aussi à la morale, c'est-à-dire à nos actes, à ce que nous faisons et à la valeur de ces actes. Et ça, pour expliquer un petit peu cette partie-là de la philosophie, je vais plutôt m'appuyer sur Platon. Non pas qu'Aristote, il a fait aussi de la morale, il a fait de la politique, etc., de la philosophie morale plutôt, et de la philosophie politique. Mais donc Platon, lui, donc,
qui était le maître d'Aristote, hein, donc il le précède. Platon, lui, qui est aussi mathématicien, puisque, sur son école, hein, l'académie, au fronton hein, de cette école était inscrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». C'est-à-dire qu'en fait, pour commencer à faire de la philosophie, il faut avoir déjà fait des mathématiques, fait de l'astronomie, enfin, avoir pratiqué tous les autres savoirs. C'est pourquoi, en gros, on commençait à faire de la philosophie au temps de Platon, hein, vers l'âge de 40 ans. Donc c'était pas incompatible. Hein. Platon, il connaît, il a fait des mathématiques, etc. Et donc, mais il va dire, comment? Il va faire autre chose de la philosophie, si je puis dire ça comme ça. En fait, on l'avait évoqué lorsqu'on a parlé hein, du fameux courage de Socrate. Platon, comme je l'avais dit à ce moment-là, a été particulièrement choqué de la condamnation à mort de son maître Socrate, hein, Socrate qui pour lui était l'homme le plus juste que la cité athénienne avait en son sein. Et donc Platon va considérer qu'il faut absolument, absolument philosopher, hein, puisqu'il pense que c'est l'opinion, et donc l'ignorance, qui ont condamné Socrate à mort. Pourquoi? Parce que les opinions, elles sont subjectives, on peut les partager, mais on ne pourra pas se mettre d'accord. Une opinion ne sera pas plus juste, plus vraie qu'une autre. Hein. Elles vont toutes se valoir d'une certaine manière. Donc, ces opinions subjectives, comme elles sont multiples et justement subjectives, on va avoir des difficultés à trouver des points de rencontre hein, qui vont nous permettre de nous mettre d'accord. Et ces opinions, comme elles sont subjectives, pourquoi elles sont subjectives? Parce qu'elles s'appuient la plupart du temps sur ce que nous ressentons, c'est-à-dire sur nos sentiments. Et ces sentiments, eh bien, finalement, nous maintiennent bien souvent hein, dans l'ignorance. Hein, puisqu'au fond, nous prenons comme étalon hein, de mesure ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Nous gardons un point de vue très réducteur, hein, très réduit, et cela nous empêche de pouvoir considérer les choses dans toute leur perspective. Et du coup, Platon va dire il faut cesser de s'appuyer sur ces sentiments, et donc sur ces opinions que nous formons à partir de ces sentiments. Nous devons nous appuyer sur la raison. Pourquoi sur la raison? Parce que la raison, c'est une faculté commune, universelle à tous les hommes. Par exemple, hein, dans toute raison, donc si vous voulez, en tout homme, se trouvent 3 principes logiques, et c'est comme ça qu'on peut se mettre d'accord, qu'on peut voir si une chose est vraie ou pas. Ces 3 principes logiques, ce sont le principe d'identité, A égale A. Quand je fais une équation, je fais bien une identité. J'essaie d'arriver à une identité. Donc le principe d'identité, le principe de non-contradiction. On ne peut pas dire une chose et son contraire en même temps. Ça, c'est important, le en même temps. Hein. Je ne peux pas dire il pleut et ne plaît pas en même temps. Ça n'a pas de sens. Et le principe du tiers exclu, c'est-à-dire qu'une chose est vraie ou elle est fausse, mais elle ne peut pas être entre les deux. Hein, c'est comme ça qu'on va aussi réfléchir en mathématiques. Hein, les mathématiques s'appuient sur la logique. Mais on peut aussi appuyer notre discours, notre pensée sur la logique. Et pourquoi c'est important justement de l'appuyer sur la logique? Parce que la logique, les principes logiques sont dans toutes les raisons, si vous voulez. En fait, sont dans la raison qui est communément partagée. Alors après, on peut ne pas comprendre, on peut ne pas bien utiliser ces principes, hein, mais voilà, potentiellement, on peut y faire appel et donc on peut se comprendre. Et donc, si on peut se comprendre, on va pouvoir se mettre d'accord et on va pouvoir mieux vivre ensemble. Alors, pourquoi faire de la philosophie? Eh bien, c'est pour connaître, pour expliquer, pour donner du sens au monde dans lequel nous vivons, pour donner du sens à nos existences hein, et pour comprendre ce que nous sommes. Mais, donc en fait, la philosophie hein, cherche la vérité, ou en tout cas ce qui est le plus juste. Et ça va être vrai aussi dans nos rapports avec les autres, dans la vie sociale. Faire de la philosophie, ça nous permet d'avoir un esprit critique. Hein. En tout cas,
ça nous permet de nous questionner. C'est ça, on peut faire de la philosophie que si on se questionne. Donc la philosophie va développer l'esprit critique, le réflexe, si vous voulez, du questionnement. Et donc on va pouvoir aller au-delà des préjugés, au-delà des opinions, ce qui est la même chose au fond. Hein, un préjugé, c'est un jugement avant de connaître. Et donc on va pouvoir peut-être, en tout cas c'était l'espérance de Platon et ça peut être aussi la nôtre, peut-être espérer mieux se comprendre et donc mieux vivre ensemble. Donc la philosophie encore aujourd'hui, peut-être plus encore qu'avant, enfin en tout cas tout autant, sa place dans nos vies. C'est vrai que ça n'est pas toujours facile. Les philosophes sont parfois difficiles à lire, difficiles à comprendre, ça demande des efforts. Moi, beaucoup de choses demandent des efforts. Si vous vous intéressez aux maths, à la physique, etc., il va falloir aussi faire des efforts et peut-être encore plus parce qu'il va falloir entrer dans des signes, des symboles qui ne sont pas habituels, alors que pour la philosophie, on utilise les mots, le langage, évidemment parfois un langage complexe, il faut en apprendre la terminologie, mais voilà, c'est accessible si on souhaite s'y intéresser. Il faut commencer par des choses simples, puis pour aller toujours vers le plus compliqué, comme nous l'enseignaient nos maîtres Platon et Aristote. Donc voilà, pourquoi faire de la philosophie? J'essaie de retracer un petit peu, c'est un peu court. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus à la rentrée. On espère bien pouvoir continuer ces ateliers philo, mais du coup in vivo. Ça sera pas en septembre, mais en octobre. Et donc, d'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Au revoir.